Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Il est 18h30 sur les antennes de Spectrum Télévision. Vous avez rendez-vous avec l'actualité électorale et ce jusqu'à 19h50. Le code électoral camerounais stipule en son article 121 qu'un candidat d'un parti non représenté, entendez, sans élus nationaux ou locaux, ou alors un candidat indépendant doit obtenir 300 parrainages, soit 30 par région, 300 signatures de personnalités possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives, territoriales, compétentes sur les lettres de présentation. Une personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. La problématique des candidatures indépendantes, obstacles légaux, pratiques politiques, on en parle avec vous, docteur Patrick Philippe Riffoé. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonsoir Léla, bonsoir à Charles et bonsoir à ceux qui nous reçoivent chez eux ce vendredi. Alors, on a pu voir que hier, l'UNDP avait prévu d'organiser un meeting à Mada. C'est dans le Logon, je pense, Logon et Chari, si j'ai bonne mémoire. Alors, le meeting a été interdit, un meeting qui devait également servir de présentation des nouveaux militants de l'UNDP, 700 militants partis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Par ailleurs, également, Issa Tiroma Bakari vient d'être interdit. Il a été interdit de sortir. Il lui est interdit de sortir du territoire national alors qu'il prévoyait de se rendre au Sénégal, à Dakar plus particulièrement. On a l'impression finalement que les anciens alliés sont aujourd'hui dans la tourmente pour avoir quitté le bateau majorité présidentielle. Je sais que vous allez me reprendre tout de suite en me disant que ce n'est pas pour avoir quitté le bateau majorité présidentielle qui sont dans la tourmente. Non, mais écoutez, Madame Leila, vous savez, les alliances politiques ne sont pas éternelles. Rien n'est d'ailleurs éternel. Donc, il n'y a pas de raison que des formations politiques s'engagent dans des alliances qui leur survivent. Donc, ça fait partie du jeu politique que les anciens alliés d'hier, pour des raisons diverses, se retrouvent à front renversé. C'est ce qui s'est passé avec le départ de ces anciens alliés. Maintenant, vous m'interpellez sur deux actualités qui sont totalement distinctes, parce que dans le cas du ministre Tiroma, en fait, le ministre Tiroma se rendait manifestement aux États-Unis. Bon, je suppose que les autorités ont trouvé curieux. Le ministre a dit qu'il se rendait à Dakar. Écoutez, ce n'est pas ce que son passeport indique. Son passeport indique qu'il se rendait aux États-Unis. Maintenant, si vous décidez, ce n'est un secret pour personne, si vous décidez de vous rendre aux États-Unis, quel est l'intérêt de passer par Dakar, sauf si vous dissimulez quelque chose? Je vous ferai remarquer par ailleurs. Ce que vous voulez dire, c'est qu'après avoir annoncé sa candidature, après que son dossier a été justement pris en compte par Elections Cameroun, le ministre avait l'intention de partir du pays. De fuir le Cameroun. Est-ce que c'était une fuite? Ça, il faut laisser les autorités compétentes s'exprimer là-dessus. Ce que moi j'observe, c'est qu'effectivement, il a eu droit à un traitement qui est un traitement inhabituel. Il ne vous a pas échappé que les leaders de l'opposition vont et viennent sans que jamais on ne se retrouve dans cette situation-là. Donc si ça lui arrive, ça signifie qu'il y a forcément des raisons. Et ça, il appartient au service de renseignement, au service d'enquête, d'en répondre. Mais il y a une suspicion qui est une suspicion légitime parce qu'il me semble que du Cameroun, on peut aller directement aux États-Unis. On n'a pas besoin de faire un détour par Dakar, ça en rajoute à cette suspicion-là. Si M. Tiroma voulait... Donc il est simplement interpellé parce qu'il a voulu d'abord faire une escale à Dakar avant de se rendre aux États-Unis. En tout cas, je dis il y a une suspicion, maintenant on ne peut pas savoir sur quoi se fonde cette suspicion. Mais je note que d'autres leaders de l'opposition vont et viennent sans que jamais ils ne fassent l'objet d'intérêt. Qui ont été dans la majorité présidentielle, qu'ils aient été ou pas. Écoutez, le ministre Kamto va et vient à sa guise. A-t-il été dans la majorité présidentielle, le ministre Kamto? Le ministre Kamto a été ministre pendant 7 ans. Vous pensez qu'on peut être au gouvernement sans
être aligné sur les positions du gouvernement. Non. Il a été membre du gouvernement. Il y a le gouvernement. Est-ce que ce que vous essayez de nous dire, c'est que le gouvernement camerounais, c'est le RDPC, que c'est non, un parti? Le gouvernement camerounais, c'est le RDPC. Et je crois savoir qu'il y a le gouvernement, l'État, et puis à côté, il y a le RDPC. Je crois savoir, je peux me tromper. Madame Léla, je vous rappelle que le poste de ministre est une fonction politique. On ne nomme pas des administratifs à cette fonction-là. Donc quand vous êtes nommé ministre, c'est parce que les orientations politiques qui sont choisies, vous êtes en accord avec ces orientations. Et le ministre Kamto, pendant 7 ans, était en accord avec les orientations du gouvernement, tout comme le ministre Tiroma, pendant une vingtaine d'années, était en accord avec ces orientations, tout comme le ministre d'État Bello Bouba, pendant 28 ans, était en accord avec ces orientations. Maintenant, ils ont choisi d'autres chemins. Le traitement auquel a eu droit le ministre Chiroma à l'aéroport est un traitement sur lequel il faut rester réservé parce que nous n'avons pas suffisamment d'informations sur le dessous des cartes. Tout ce que je me suis borné à indiquer. Et l'interdiction de meeting de l'UNDP qui goûte finalement ce à quoi les opposants ont habituellement droit, on va dire ainsi. J'allais y arriver. Je voulais simplement indiquer que il faut attendre que les enquêtes, que les autorités chargées des enquêtes s'expriment là-dessus, on en saura un peu plus. Pour ce qui concerne le meeting qui a été interdit à Mada, écoutez, vous savez, l'autorisation, en tout cas, l'organisation des manifestations politiques se fait sous le régime de la déclaration. Cependant, les autorités administratives, c'est-à-dire la préfectorale, ça peut être le sous-préfet, ça peut être le préfet, ça peut être le gouverneur, en fonction des éléments d'information qu'ils ont à leur disposition, peuvent choisir de vous demander de ne pas tenir ce meeting, de le déplacer dans le temps, c'est-à-dire l'insécurité qui sévit, parce que l'insécurité qui sévit dans la zone est justement la raison avancée par les autorités administratives. J'allais y arriver. Oui. Donc, en fonction des informations que ces autorités ont, effectivement, on peut vous demander soit de ne pas du tout organiser ce meeting, soit de le décaler dans le temps, soit de le décaler dans l'espace, c'est-à-dire d'aller sur un autre lieu. C'est arrivé ici à Yaoundé, ici à Douala par exemple, où une formation de l'opposition voulait tenir un meeting vers la BBR et on a fini par les demander d'aller tenir ce meeting à Japoma. Oui. Donc, dans le cas de Mada, vous savez, Mada, ce n'est pas très loin de la frontière du Nigeria. Mada, ce n'est pas très loin de la frontière du Nigeria et nous avons effectivement une activité de Boko Haram qui reprend en intensité. Donc, et donc on peut s'attendre à ce que la campagne électorale ne se tienne pas, ne se fasse pas à Mada, parce que on peut s'attendre à ce que des mobilisations d'une certaine ampleur soient déconseillées, parce que la sécurité, vous savez, madame, c'est la première des libertés. Quand elle n'est pas garantie, même la capacité de battre campagne n'est pas assurée. Donc, merci. Effectivement, les raisons de sécurité qui sont invoquées dans ce département-là, en ce moment, sont des raisons qui justifient Dr Patrick Rifo d'être avec nous qu'on surseille à l'organisation des manifestations politiques. Face à vous, Charles Kacharel-Fongan, il est militant du Manidem. Bonjour monsieur, bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être sur le plateau d'STV. Également Edmond Kuaté, il est déjà en studio. Il faut dire que des téléspectateurs étaient un tout petit peu inquiets après qu'il n'ait pas pu être avec nous hier. Mais au téléphone, nous avons Venant Mboua, au téléphone depuis le Canada. Il est journaliste, il est membre de la société civile, il est membre du collectif Camerounais Back. Monsieur Mboua, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc, très chers téléspectateurs, vous également, vous aurez l'opportunité de participer à cette émission, de faire entendre votre point de vue. Tout à l'heure, un numéro de téléphone va apparaître à l'écran et vous pourriez nous envoyer vos messages. Donc, histoire de planter le décor, mais également de permettre à Edmond Kuaté de s'installer, je propose qu'on prenne ces deux reportages. Voilà. Jusqu'à la confirmation de sa candidature à la présidence de la République le 26 juillet dernier par Elections Cameroun, son nom était très peu connu sur la scène politique. À 37 ans, cet ingénieur en chimie ayant fait ses études au Cameroun et à l'étranger revendique un parcours politique costaud l'ayant conduit à d'importants postes de responsabilité. En 2018, je pense que ça va répondre un peu à ceux qui disent que
je suis un ovni dans la scène politique camerounaise. J'étais le coordonnateur du programme politique du bâtonnier à Kérémouna. En 2018, 2 jours avant l'élection présidentielle, c'est moi qui ai annoncé la coalition entre le bâtonnier à Kérémouna et le professeur Maurice Kamto. Investi par le FDC d'Émile Atangana, Hiram Samuel Iodi propose un programme de réforme résumé en 12 clés pour libérer le Cameroun, dit-il. C'est la fin du gaspillage de l'argent des Camerounais qui prévoit plusieurs mesures. Des mesures d'optimisation budgétaire, notamment la réduction de la taille de notre gouvernement de 63 membres à 20 membres, mais aussi et surtout la création d'une force spéciale anticorruption qui sera dotée des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs de poursuite, mais aussi des pouvoirs de récupération des fonds. Le défi que nous avons en tant que leader politique, c'est de vous présenter une offre politique cohérente qui va venir résoudre les problèmes que l'on rencontre au quotidien. L'absence d'eau potable, l'absence d'électricité, l'état de nos routes, le poids des impôts, les prix élevés des produits alimentaires. C'est ce que nous devons faire. Mais vous avez votre responsabilité en tant que citoyen. Le secret pour atteindre cet objectif, pense-t-il, est de recueillir le maximum de voix le 12 octobre prochain. Pour ce faire, le natif du littoral et son équipe ont mis sur pied un mécanisme de contrôle. Parlons précisément des mécanismes que nous avons mis en œuvre. Au niveau de notre plateforme, nous avons mis en place une application de surveillance, de contrôle et de décompte des votes sur laquelle nous avons travaillé avec nos partis politiques alliés et un certain nombre d'organisations de la société civile qui se sont assurés d'avoir les scrutateurs dans le bureau de vote. Nous avons anticipé la possibilité d'une potentielle coupure d'Internet le jour du vote et nous avons donc tous les outils et tous les mécanismes pour qu'au soir du 12 octobre, nous sachions exactement quel est le candidat qui aura été élu président de la République. Hiram Samuel Iodi n'exclut pas l'hypothèse d'une mutualisation des forces de l'opposition autour d'une coalition gagnante. Cameroonian, at home and abroad, members of our diaspora, my dear compatriot, this morning, as I was on my way to Senegal for a visit whose purpose was to pay my respect at the tomb of Cameroon's first president, His Excellency Amadou Ahidjo, whose remains still rest in Senegal, and through this act to honor the founding fathers of our nation for all the sacrifices they made so that our country could regain its freedom, dignity, and independence. I was abruptly prevented from boarding my flight at Yaoundé Airport by a commissioner claiming to act on direct instruction from the Presidency of the Republic. Let me say this with utmost gravity. When a presidential candidate is prevented from traveling, it is an entire people being denied the right to breathe. This is clear proof that the current system fears the truth and dreads the transition we are advocating. Do they want to silence me? Do they want to humiliate me? Do they want to make you believe that fear will divide us? I tell you this, true candidates, those who embody change, are always persecuted. This is an evidence that our fight strikes where it ought most. I remain determined. More than ever, I will fight for Cameroon to regain its dignity. The transition we are proposing is not against anyone. It is for you, for all of us, for our children.
Le code électoral camerounais qui stipule en son article 121 qu'un candidat d'un parti non représenté, entendez sans élus nationaux ou locaux, un candidat indépendant doit pouvoir obtenir 300 parrainages, soit 30 par région. Alors, tout d'abord, Edmond Keté, bonsoir, vous nous avez rejoint sur le plateau. Léla, voilà. Bonsoir et bonsoir à tous mes co-discutants. Bonsoir à Pat que je n'ai pas revu depuis. Bonsoir à Charles aussi. Donc j'avoue que ton plateau me permet de retrouver mes amis. Très bien. Alors, Dr Patrick Griffo et 70 dossiers ont été rejetés par ELECAM, dont plusieurs candidats indépendants, une trentaine environ. Qu'est-ce que cela traduit selon vous? Bon, écoutez, Madame Léla, comme vous l'avez indiqué, la loi électorale offre deux avenues à ceux qui souhaitent être candidats. Parce qu'il y a deux hypothèses qui se ramènent en fait à une seule. Donc, vous pouvez soit être investi par une formation représentée, et quand on dit représentée, elle doit être représentée dans des instances, ça peut être un conseil municipal, ça peut être un conseil régional, ça peut également être le Sénat ou l'Assemblée nationale. Donc si vous avez une investiture de cette formation politique-là, effectivement, vous n'avez pas besoin de rassembler les 300 signatures. Si vous ne pouvez pas, dans le cas du Cameroun, on avait 18 formations politiques qui avaient la capacité d'investir. Effectivement, vous voyez très bien qu'on a 18 et au final, on avait 83 candidatures. Donc beaucoup se sont essayés à la candidature indépendante. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir réunir 300 signatures à hauteur de 30 par région. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir 300 signatures d'une région. Non, il faut que vous soyez parrainé par des personnalités qui sont représentatives de l'ensemble des 10 provinces. C'est une gageure. C'est une gageure. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on dise, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les députés, les sénateurs appartiennent à des formations politiques. Donc, lorsqu'elles veulent parrainer un candidat, souvent la question est de savoir si la hiérarchie au sein de la formation politique est en accord avec ce parrainage qui va être fait. Et c'est une difficulté parce que lorsque vous allez requérir l'avis de la hiérarchie va opposer une fin de non-recevoir. Donc encore que ce soit à l'Assemblée nationale comme au Sénat, le RDPC est prédominant. Non, mais à plus de députés, Madame Léla, ce que je dis ne concerne pas que le RDPC, ça concerne toutes les formations politiques. C'est-à-dire que quand vous avez vos élus, effectivement, que vous vous assurez qu'ils ne parrainent pas un candidat qui puisse vous faire concurrence ou vous mettre en difficulté. Et je voudrais rappeler, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est une spécificité camerounaise, pour ceux qui suivent un peu le jeu politique français, Marine Le Pen a souvent eu des difficultés au point d'investir les médias pour dire si on ne l'aide pas, elle ne va pas avoir ses investitures. Et c'est quand ça arrive effectivement que les leaders politiques donnent l'ordre pour qu'on lui délivre ses investitures. Donc c'est une situation qui est complexe parce que les élus sont souvent contrôlés par leur hiérarchie et les hiérarchies ne sont pas très enclines à donner le permis de parrainage. C'est pour ça qu'on est dans cette situation où aucun candidat n'a réussi en fait à réunir les 300 parrainages. Monsieur Mboua, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. De mémoire de journaliste camerounais, quelqu'un a-t-il jamais pu braver cet obstacle, c'est-à-dire assembler les 300 signatures pour représenter une candidature indépendante à l'élection présidentielle? Merci madame. J'aimerais dire que je pense qu'en général, nous les citoyens camerounais, on fait toujours semblant et on a l'impression qu'on refuse d'admettre les réalités que nous vivons. Et dans le cas que vous évoquez, on sait bien que depuis la position du président Paul Biya au pouvoir, qui a lancé la première initiative du genre, à l'époque, on demandait 500 signatures. Jusqu'au moment où nous parlons, on n'a vu personne ni tenter ni réussir à avoir des signatures.
Kacharel Ngafongan, le cadre légal finalement semble être une épée de Damoclès dans le pays où les potentiels signataires sont majoritairement, je le disais encore avec le docteur Patrick Foé, proche du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Législation électorale, pratique en vigueur, les candidatures indépendantes sont-elles finalement possibles au Cameroun? Pas possible. Moi, j'ai fait bien les explications qui ont été données par Patrick Foé ici. Pour une fois, je suis parfaitement en accord avec lui. Même s'il a voulu donner l'impression que ce n'est pas seulement les élus du RDPC, ou encore la machine RDPC, que tous les autres partis en sont concernés. C'est pour cette raison que j'aimerais qu'on reparle un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on parle des lois. Les lois constituent l'émanation du peuple à travers des élus, des personnes que ce peuple a élus. Et quand on dit ce peuple-là, je mettais dans ce peuple entre guillemets. Et quand, dans le cas du Cameroun, quand vous observez, vous regardez les élections qui ont été organisées ces dernières décennies, vous allez vous rendre compte que sur près, disons, 20 millions de Camerounais ou environ 30 millions de Camerounais, assez souvent, vous avez 3 millions qui vont voter. C'est-à-dire que tout d'abord mis en œuvre pour décourager les Camerounais d'avoir à aller s'exprimer, aller voter ceux qui seront leurs représentants. Et maintenant, les quelques-uns qui vont voter, assez souvent, les résultats qui sortent des urnes ne reflètent pas véritablement la réalité. Du coup, on se retrouve assez souvent avec une assemblée totalement obèse et c'est l'obésité qui profite à un seul parti, notamment le RDPC. Les lois étaient dans l'émanation du peuple à travers ces députés. C'est-à-dire que c'est les députés qui votent donc ces lois. Ces députés-là, la plupart appartenant à un parti, je crois que la conséquence est donc que les lois qui sont en vigueur au Cameroun sont les lois du RDPC, du parti RDPC. Alors le parti donc s'organise donc, parce qu'on a dit, vous voyez, on est en amont, en avant, vous constatez les conséquences. C'est-à-dire donc que le parti s'organise donc pour que les lois en vigueur, d'ailleurs la plupart des lois qui passent par l'Assemblée sont proposées par l'exécutif, pas forcément par les députés qui prennent ces initiatives-là. On rend donc compte que le parti s'organise donc pour que les lois qui sont non votées sont des lois qui lui sont non favorables et qui sont de nature à exclure toute velléité véritable de compétition. On en est là donc. La dynamique impulsée ou la disposition mise dans la code électorale qui permet aux personnes de se présenter à la suite d'un rassemblement de certaines candidatures, signatures, en fait, ne sont que là que pour embellir le code électoral. Ceux qui ont donc, qui sont à l'origine de ces lois-là, qui les ont votées, savent pertinemment qu'il s'agit là d'une limite mise en place pour limiter la compétition. Peut-on donc parler, Edmond Kuaté, d'une démocratie à accès limité? Je vous pose une question autrement. La complexité procédurale dans le cadre de l'obtention des 300 signatures peut-elle être considérée comme un filtre d'exclusion? Non. Je ne vais pas voir ça comme ça. Si je dis que c'est une entrave à la démocratie, c'est que je suis pas. Faut pas voir en la démocratie un boulevard ouvert à tous les amusements. Déjà, il faut considérer que la fonction de président de la République, c'est une fonction qui, au-delà du prestige que cela recouvre, n'est-ce pas, revêt un caractère quand même sacré. C'est la raison pour laquelle on a eu 83 candidatures. Oui, c'est justement ça mon problème. Je vais dire que au-delà du caractère prestigieux de la fonction, il reste quand même que c'est une fonction qui revêt, n'est-ce pas, des responsabilités énormes. Et donc, la prétention à cette fonction devrait quand même se faire par des personnes qui présentent un niveau de responsabilité quand même connu. C'est pour ça que je suis d'accord que la simple aspiration devrait être encadrée par un ensemble de mesures qui limitent, qui empêchent que tous les amuseurs publics aient la prétention. Et vous avez constaté que justement, je vais dire à l'occasion de cette autre consultation que nous allons avoir le 12 octobre, on a eu une foultitude de 83 contre 26 en 2018. Vous trouvez que ça frise quand même le ridicule. Vous avez, je vais dire, lorsque vous allez passer au scanner, je vais dire les personnalités de 83 candidatures, les 83 prétentions, je vais dire quand même que ça frise le ridicule. Je vais dire que c'est des personnes qui n'ont ni présence ni prestance, pour la plupart, qui n'ont ni présence ni prestance, ni épaisseur, bref, qui, à minima, ne remplissent pas les conditions pour avoir une telle aspiration. Et je vais dire, et donc,
si on avait dit que bon, pour des raisons de vitalité démocratique, il faut ouvrir le boulevard, je crois que vous auriez eu 30 millions de Camerounais, n'est-ce pas, finalement, qui se seraient dit, ben écoutez, tant mieux, je peux être président. Je pense que quelqu'un... là, je vais faire une petite digression pour dire que parfois, quand on joue au football, quand l'équipe nationale joue, j'ai souvent entendu les gens dire 30 millions de supporters. 30 millions de supporters, 30 millions d'entraîneurs. Et donc, tout le monde a la prétention d'avoir, n'est-ce pas, l'épaisseur nécessaire pour pouvoir être entraîneur. Et donc, je pense que c'est la même chose, c'est à ça à quoi on a assisté. Et donc, s'il n'y avait pas cet ami-là, ça aurait été pareil. Je veux dire, c'est chaque Camerounais qui se serait levé s'il s'agissait seulement de dire allez vous inscrire pour être président, pour prétendre à cette fonction. Je pense qu'on aurait vu une file, n'est-ce pas, kilométrique à l'entrée de l'ECAM pour que chaque Camerounais dise mais in fine, moi je pense que je peux être président parce que quand vous voyez des kidam, c'est-à-dire qui ne sont même pas connus de l'ensemble de leur famille biologique, je dis bien pas... Je sais de quoi je parle. Il y a des kidam que j'ai vus là. C'est pas péjoratif. Je ne suis pas dans une ostentation hégémonique. Je veux tout simplement dire que il y a quand même un minimum pour pouvoir solliciter le suffrage de 8 millions, in fine, le dernier fichier de l'ECAM. À votre avis, pourquoi à votre avis, comment est-ce qu'on en arrive à la désacralisation finalement de cette fonction présidentielle au Cameroun? Alors, j'ai fait une sortie où je disais... Lorsque la table réservée aux seuls félins finit par être lorgnée par des rats et des hérissons, c'est que quelque chose ne va pas avec le menu. Ça veut dire que soit le repas a perdu, le menu a perdu de sa saveur, a perdu, je vais dire, de sa substance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que est-ce que la fonction présidentielle a fini de ne pas perdre de son prestige parce que c'est trop discutaillé, finalement trop critiqué, trop... je vais dire, est-ce que le fait que ça devienne... Parce qu'il faut savoir quand même que depuis, quand on parle de octobre 2025 au Cameroun, on a l'impression que ce sera, je vais dire, l'apocalypse au Cameroun. C'est comme si au lendemain... du 12 octobre, le Cameroun n'existera plus, ou alors peut-être qu'on va déporter le Cameroun sur une autre planète. Et donc chacun s'est dit, peut-être si je n'y suis pas, le vaisseau ne va pas m'amener. Et donc je crois que il faut éviter justement les débats qui ont tendance à désacraliser la fonction présidentielle. Quoi qu'on dise... Edmond Kouyaté, ce sont les débats qui ont désacralisé la fonction présidentielle au Cameroun? Je pense que c'est justement... peut-être la qualité des débats. Je vous rappelle juste qu'avant 2018 également, il y avait autant de débats. Peut-être pas autant de chaînes de télévision au Cameroun, mais il y avait autant de débats. Ouais. Mais on n'a eu que 25 candidatures en 2018. Oui, mais sauf 7 ans plus tard, on en a 83. Et vous pensez que la faute revient aux débats qui sont organisés dans les chaînes de télévision? Vous comprenez tout simplement que la chose est allée crescendo. Si je dois rester dans ma logique, c'est allé crescendo. Et qu'entre 2018 et 2025, je vais dire la désacralisation a côtoyé l'asymptote, ça a atteint le pic. Et donc finalement... La faute aux débats télévisés, selon vous? Non, je ne parle pas seulement de débats télévisés, débat public, c'est-à-dire pas que sur les plateaux de télévision. La manière dont nous conduisons les débats, y compris dans les chaumières, y compris dans les espaces publics, au marché, un peu n'importe où, dans tous les bars, finalement. Et pas la manière dont sont gérées les affaires de la cité. Ça fait partie. Je vais dire que, in fine, c'est ça le socle, c'est-à-dire que la manière dont la gouvernance publique est perçue chez nous, ça oriente la manière de débattre. In fine, c'est tout le monde qui croit qu'être gouvernant, c'est une question de jeu, c'est une question d'amusement public et tout le monde peut y prétendre, quoi. Docteur Patrick, il faut en croire Charles Cacharel-Fongan, l'un des secrets justement sur lesquels repose la longévité du haut pouvoir du président de la République est la réglementation qui fait la part belle à sa personne. Est-ce le cas également du régime juridique autour de la candidature indépendante? Écoutez, madame, à l'élection présidentielle, bien entendu. Je crois que la fonction présidentielle, effectivement, est une fonction importante. C'est la première au sens de notre Constitution.
Et elle est un peu le pilier, elle constitue le pilier de notre architecture institutionnelle. Et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une désacralisation de cette fonction qui reste éminente. Et quand on voit la place que prend l'élection présidentielle dans la vie publique, pas seulement dans les médias, c'est-à-dire dans les chaumières, dans les marchés, ainsi de suite. Quand on voit la place que prend une élection comme celle-là, on se console en se disant que les Camerounais considèrent encore que le politique a une capacité de transformation de leur vie que représentation que les Occidentaux n'ont plus vraiment. C'est-à-dire que nous, on en est encore vraiment à croire qu'au détour d'une élection présidentielle, ça peut changer du tout au tout. Nous y croyons encore. Donc, la multiplicité... Les choses ne devraient pas changer au détour d'une élection présidentielle. Écoutez, je pense qu'il faut, à la vérité, avouer, c'est mon sentiment, que le politique ne peut pas tout. C'est pas que le politique n'a pas été impuissanté, mais le politique n'est pas capable de tout faire. Comme disait Crozier, le social, la corruption. Comme disait Crozier, on ne change pas une société par décret. Les choses sont plus complexes que ça. C'est-à-dire les mécanismes qui gouvernent la vie sociale sont plus complexes que la simple signature d'un décret. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qu'on observe avec la profusion des candidatures n'a rien à voir avec l'importance que revêt cette fonction pour les Camerounais. C'est à voir avec la vitalité politique. Ça n'a rien à voir. Écoutez, il faut analyser au cas par cas. On voit bien que quand vous analysez le profil, et je suis en partie d'accord avec Edmond sur ce sujet-là, quand vous analysez le profil, vous vous dites, les règles sont en réalité, à mon sens, un peu trop lâches. Et c'est pour ça que nous avons des candidatures qui relèvent de la farce et de la comédie. C'est pour ça qu'on a de nombreuses candidatures qui relèvent de la farce et de la comédie. On a quand même cause des règles qui sont lâches. Oui, les règles, à mon sens, il faudrait... Entre 2018 et 2025, les règles ont-elles changé? Les règles n'ont pas changé. Pourtant, sauf que les Camerounais sont plus... 83. Oui, mais les Camerounais sont plus politisés. Ça, c'est un élément majeur dont il faut tenir compte. Les Camerounais sont beaucoup plus intéressés à la chose politique en 2025 qu'ils ne l'étaient en 2018. Donc, des gens ont bien compris que... Plus à même de constater ce qui ne marche pas. Bon, ça, c'est un autre sujet. Les gens ont bien compris que ça ne coûtait pas grand-chose. Il suffisait d'une chemise, 2 ou 3 bouts de papier, et on avait son cadre de gloire à Elecam, et on avait 2 ou 3 caméras, et on faisait son interview. Donc, effectivement, même des individus qui ne peuvent pas faire l'unanimité dans leur famille nucléaire, je ne parle pas de la famille élargie, des individus qui ne sont pas capables de faire l'unanimité dans leur famille nucléaire, se sont retrouvés à déposer leur dossier de candidature en sachant parfaitement qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Moi, je suis désolé de le regretter. On a quand même eu des candidats qui n'avaient même pas l'âge requis. Donc, à mon sens, le vrai sujet, c'est comment faire en sorte que les ambitions légitimes puissent s'exprimer et que tout ce qui relève de la pantalonnade, de la fanfaronnade, ne puisse pas avoir droit de cité. Parce que, je suis désolé, il y a des gens qui venaient là, comme on va à une pièce de théâtre, c'est-à-dire ils venaient jouer un rôle en sachant que ça n'allait pas passer le code du conseil électoral. Ce qui s'est passé, ça... À mon sens, et je le disais chez certains de vos confrères, il faut peut-être que le greffe de l'ECAM soit doté de pouvoirs qui lui permettent de discriminer a priori un certain nombre de dossiers de candidature. On n'aurait pas eu les 83 ou 84 dossiers que le Conseil a eu à étudier simplement parce que le greffe aurait fait un tri et des individus qui n'avaient pas l'âge requis, on leur aurait dit, mon coco, rentrez chez vous et allez attendre d'avoir les 35 ans. Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écho. Non, on vous entend très bien. Alors, les 300 signatures étant impossibles, vous êtes un acteur de la société civile. De quelle manière un citoyen, membre de la société civile comme vous, peut-il donc jouer un rôle politique dans un système comme le nôtre? Oui, je voudrais d'abord dire un mot
à propos de ce qui venait d'être dit sur le prestige de la fonction présidentielle. Je crois que cette année particulièrement, on a connu une sorte de théâtralisation, beaucoup de pièges et comme une sorte de désordre aussi dans la confection des listes. Tout cela réduit un peu le sérieux du processus électoral. Mais le prestige de la fonction de président de la République ne souffre de rien du tout. Alors maintenant, pour répondre à votre question, oui. J'aimerais d'abord répéter ce que j'ai dit au début. Je dis qu'on est dans, comme disait Eboussi Boulaga, une société qui se ment. Et quand elle se ment, elle n'apprend rien et à la fin, elle finit dans le chaos permanent. En fait, la question qu'on pose là, si déjà les acteurs politiques, ceux qui ont des partis politiques, dont des professionnels de cette activité-là, ont du mal à fonctionner dans le système, combien de fois les membres de la société civile? Si nous prenons le thème d'aujourd'hui qui parle donc qui évoque donc les 300 signatures, les candidatures indépendantes, et il faudrait admettre que il y a eu dès le départ, en 1991, à travers la tripartite et toutes ces réunions, toutes ces concertations qu'il y avait autour de loi, une sorte de complot autour de la candidature indépendante, parce que même les partis politiques ont accompagné le gouvernement dans son rejet de la candidature indépendante. Vous constaterez qu'il n'y en a pas pour les législatives ou les municipales. Oui. Ce n'est qu'au niveau de la présidentielle qu'on a les 300 signatures. Mais quel est le vrai problème des 300 signatures? C'est vrai, il y a la qualité des personnes qui doivent parrainer, les chefs traditionnels qui sont devenus des auxiliaires de l'administration, donc ils sont comme le personnel du MINAT qui lui-même appartient au parti au pouvoir. Alors, les élus locaux, on sait quel est le déploiement que met en place le parti au pouvoir pour remporter, pour avoir toujours une majorité obèse. Et les gens se demandent toujours, mais qu'est-ce que le RDPC veut faire avec autant de députés, autant... En réalité, c'est pour des choses comme ça aussi. Parce que si vous réunissez uniquement l'opposition aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des parrainages pour être candidat quelque part. Il faut passer par le parti au pouvoir. Or, les élus du parti au pouvoir sont carrément tenus comme comment je pourrais dire ça, des administratifs. Donc, il n'y a personne qui peut avoir le courage de le faire. Parce que même si un conseiller municipal, un élu régional ou je ne sais pas qui d'autre, vous faisait un parrainage, il faut bien passer par l'administration préfectorale pour aller légaliser ce parrainage. Et on sait que ces gens-là sont toujours tenus par leur hiérarchie qui, elle, appartient au RDPC. Donc, c'est un mensonge qu'on se fait entre nous de penser qu'on est dans une démocratie alors que ce n'est vraiment pas le cas. En réalité, c'est tout le système qui est verrouillé. C'est-à-dire que, imaginez que pour créer un parti politique, il y a des gens qui ont attendu 5 ans pour avoir la légalisation de leur parti. D'autres n'en ont jamais eu. Les activités de ces partis, quand ils sont légalisés, sont pratiquement interdites. Et même quand on veut vous donner l'autorisation, il faut passer par un sous-préfet, un préfet qui répété, il faut l'admettre. Bon, on va pas le dire, on va pas le dire comme ça. On va pas le dire comme ça que les sous-préfets sont les préfets sont des militants du RDPC. Jusqu'ici, si vous n'avez pas pu voir leur carte de membres du RDPC, je préfère qu'on ne le dise pas. Mais poursuivez, Monsieur Mboua. Oui. Alors, maintenant il y a des obstructions. Hein. Je voudrais juste démontrer qu'en réalité, le système démocratique dans notre pays est donc tellement verrouillé, n'est ouvert que pour le parti au pouvoir, et donc ça devient un problème pour les personnes déjà qui sont dans les partis politiques de pouvoir faire passer leur candidature. Vous voyez ce qui se passe en ce moment, je ne veux pas revenir là-dessus. Et maintenant, les gens de la société civile
l'autre problème qui peut se poser, c'est la question de financement. Est-ce que c'est facile d'obtenir des financements pour aller déposer sa candidature ou pour organiser toute la démarche qu'il faut pour faire enregistrer sa candidature auprès de l'ECAM et pour la suite du processus. Donc je pense, pour ne pas tirer de long en large sur la question, que pour moi, cette question de candidature indépendante à la présidentielle est une utopie. On se ment à nous-mêmes, ce n'est pas possible. Très bien. Défaut de signature Charles Cacharel, absence de parrainage en bonne et due forme. J'interroge finalement avec vous l'accessibilité réelle du processus électoral au Cameroun. Moi, ce qui m'intéresse et qui m'a vraiment amené sur juste cette candidature indépendante, parce qu'il faut aller en profondeur. Oui. Je crois qu'ici, Edmond Kouyaté ou encore Patrick Refoué ont tous tenté de nous ramener encore sur la priorité des investitures de candidature. Certes, il y a eu cette priorité d'investiture de candidature, mais maintenant on se rend compte que parmi ces candidats, il y en avait 30 qui ont voulu passer par le principe de la candidature indépendante et ont été, à un moment, incapables de réunir les 300 signatures. Alors on questionne pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables et que depuis qu'on parle d'élections dans ce pays, personne n'a réussi à pouvoir réunir les 300 signatures. On en est là. Et que ça ne dérange personne. Oui, au regard du construit qui a été fait, parce qu'au départ, j'ai tenté de montrer ici qu'en fait, la loi portant code électoral est une émanation du RDPC, qui est le parti majoritaire à l'Assemblée. Et ces lois-là n'ont pas été proposées par des députés, c'est l'exécutif qui a posé la loi portant code électoral, qui a été votée par les députés qui sont totalement acquis au RDPC. C'est pour cette raison qu'on se rend compte que depuis plusieurs années, la société civile, d'autres acteurs politiques revendiquent un code consensuel. Ils auraient bien voulu que l'ensemble des acteurs s'asseyent pour décider d'un code. Et je ne suis pas sûr que si le code électoral, aujourd'hui en vigueur, avait été décidé par l'ensemble des acteurs politiques, ils auraient accepté que la dynamique, la disposition relative à la candidature indépendante puisse être présentée telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez, je pense qu'il y a un complot ourdi qui a été monté depuis très longtemps pour empêcher, pour vicier le jeu démocratique. Comme l'a si bien dit le grand frère Venant, il dit que c'est une utopie. Il n'est pas possible aujourd'hui au Cameroun, à l'état actuel des choses, de pouvoir réunir les 300 signatures. Et pourquoi? Simplement parce que depuis de nombreuses années, vous avez un parti qui est majoritaire à l'Assemblée, majoritaire au conseil régional, majoritaire dans les conseils municipaux, lequel parti donne des mots d'ordre à tous ses élus, mais de ne pas donner leur signature à toute personne qui voudrait peut-être compétir ou affronter ce parti politique à une quelconque élection. On en a là aujourd'hui. Pourquoi cela n'est pas possible? Et Venant l'a dit, même si je ne sais pas, vous décidez par exemple de contacter les élus de l'opposition, tous ces élus réunis ne peuvent pas vous permettre d'atteindre les 300 signatures. Moi j'ai lu dans Politics Hebdo, un journal où le jeune Espoir Billon dit qu'il avait voulu être candidat indépendant. Il a réussi à réunir 400 signatures, mais pas 300, mais pas 30 dans toutes les régions, qui n'a pas été capable. Donc voyez-vous, on peut donner l'attitude par exemple, d'en rassembler dans 6 régions, et le RDPC qui est parti qui contrôle, il y a des régions qui sont totalement contrôlées par le RDPC, décide simplement, donne le mot à tous ces élus, de ne vous accorder la moindre signature. Et là, vous êtes buté. Donc on en est là aujourd'hui. Pourquoi cela ne passe pas? Cela ne passe pas parce que le code électoral mis en place était un code électoral vicié, contrôlé par le régime à travers son parti, qui contrôle également tous les élus. Et du coup, avec cela, la dynamique mise en place ne donne pas la latitude à toute personne qui veut planter un quartier indépendant de faire. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que depuis des années, vous voyez une personnalité comme Akere Mouna ne pas sauter à la candidature indépendante? C'est quelqu'un qui en tout temps n'a jamais voulu adhérer à un parti politique, mais assez souvent est dans l'obligation, vous voyez, de se mettre sur le parapluie d'un parti politique pour aller aux élections. Moi, je pense qu'il aurait bien voulu, quand vous voyez la dynamique, le process qu'il met en place à chaque fois, il aurait bien voulu réunir les 300 signatures, mais il est conscient que cela n'est pas possible. C'est le cas pour plusieurs autres candidats que vous avez vus, qui ont été obligés de solliciter parfois le parrainage ou le soutien d'un parti politique pour aller aux élections. Pourquoi? Parce qu'en l'état actuel des choses, le régime, le système mis en place, le code électoral en place ne permet pas
une candidature indépendante. Comment faire pour sortir de cela? Tout simplement comme les acteurs politiques proposent depuis plusieurs années, qu'on s'asseye sur une même table et qu'on discute de ce qu'on met dans un code électoral pour en arriver à un code électoral consensuel. Je suis sûr que cela est fait. Tous ces entraves, ces difficultés qu'on a aujourd'hui à réunir les signatures seront levées. Est-ce qu'il faut comprendre, Edmond Kouyaté, avec le verrouillage des candidatures indépendantes, que l'action politique dans l'État du Cameroun relève uniquement du pouvoir des partis politiques représentés et qu'elle se refuse totalement la liberté d'être exercée par des citoyens isolés, comme ce fut par exemple le cas avec la candidature de Macron en France? Je crois qu'il faut avoir une grille de lecture plurielle. La première des choses, c'est qu'il faut comprendre, et je crois que quelqu'un l'a dit, peut-être c'était Patrick, c'est que la vocation d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. À tous les prix. Non, c'est de le conserver le plus longtemps possible. Bon, vous pouvez mettre à tout prix, à tous les prix, mais de le conserver le plus longtemps possible. Et à cela, il faut voir par exemple que dans notre cas, un cas comme le nôtre au Cameroun, ce verrouillage-là pourrait d'abord être au sein du RDPC lui-même. C'est-à-dire, imaginez-vous que le RDPC, après avoir pris des dispositions au sein de son règlement pour dire que ne peut candidater que lorsque on est président national du RDPC. Imaginez-vous, le RDPC peut, par exemple, avoir des figures très connues ou alors des figures emblématiques au sein de cet appareil et qui, pour contourner, n'est-ce pas, cet événement-là, décident, par exemple, d'être candidat indépendant, c'est-à-dire des personnes au sein du RDPC qui disent « je veux être candidat indépendant » et qu'il n'y a pas, par exemple, cette disposition-là. Ce serait très simple pour la personne, par exemple, de dire je vais être le concurrent du président Biya. Par exemple, vous avez vu le jeune Teller Onana. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être une figure de proue, un cacique du RDPC qui dit « Ah ben écoutez, comme c'est libre, le champ est libre, je suis, de par mon appartenance au sein de cet appareil, je bénéficie d'un rayonnement, n'est-ce pas, sur le triangle national. Je suis connu au même titre que le président Biya et donc je veux le challenger, ce serait facile. » Donc il faut voir cela comme un verrouillage d'abord pour le RDPC lui-même. Ensuite, je vais vous dire, personnellement, j'accorde tellement d'importance à la fonction présidentielle que je pense que pour y aspirer... Le verrouillage uniquement pour le RDPC, pas pour la société civile Bon, maintenant, ça a un impact finalement global, c'est-à-dire que... En fait, ce que vous dites, c'est que cette disposition-là a été prise d'abord pour les militants du RDPC qui... Pas d'abord, je veux dire, ils ont d'abord pensé qu'à leur niveau, ils peuvent d'abord se protéger. Maintenant, si ça a un caractère, si ça va étrier, je vais dire, l'ensemble, n'est-ce pas, de landerneau politique, ben, tant mieux, il n'y a pas de souci. Et donc, maintenant, là, je peux répondre à votre question pour dire quoi? Pour dire que je ne pense pas que pour aspirer à une fonction comme celle-là, c'est-à-dire qu'avec une circonscription unique, c'est-à-dire qui est la circonscription nationale, on devrait avoir à minima un ancrage au moins sur le territoire national. Je ne pense pas qu'on doit se lever comme ça, parce que j'ai réussi à faire un peu de boucan à New Bell, 2-3 personnes me connaissent, où j'ai réussi à faire un peu de boucan, je ne sais pas, dans un milieu particulier ou dans un corps de métier particulier, cela me suffit à aspirer. Non. Une personnalité comme Maître Akeré Mouna, qui n'a pas d'appareil politique, ne devrait pas aspirer à être président de la République. Il devrait aspirer, mais c'est pour ça que je vous dis, il faut faire un travail de fond pour aller à la conquête, n'est-ce pas, des Camerounais sur l'ensemble. Parce que si vous avez 8 millions, si vous avez le fichier de Elecam, qui, au dernier stade, affiche, n'est-ce pas, 8 millions, par exemple, parsemés sur l'ensemble du triangle national. Ce n'est pas 8 millions de Douala, ou de Yaoundéa, ou de Kribia, ou alors de juristes. C'est 8 millions de Camerounais, y compris ceux qui n'ont pas un smartphone à Kolfata, à Patata, à Woum, à n'importe où. C'est eux qu'il faut aller convaincre. Et donc, moi, c'est pour ça que je pense que il est important, et moi, s'il faut même revenir sur cette loi, moi, je demanderais qu'on proscrive même la candidature indépendante. Parce que je pense qu'il faut un appareil politique
qui vous permettent d'avoir une représentation. Parce que j'ai dit... Et donc, et donc de quelle manière est-ce qu'un citoyen membre de la société civile, qu'on voit très impliqué dans les affaires sociétales du Cameroun, peut jouer un rôle politique au Cameroun? Si vous voulez jouer un rôle, allez adhérer à un courant politique. Donc, en fait, la gestion des affaires de la cité, de l'État, ne devrait appartenir qu'aux partis politiques. Ça devrait être l'affaire des appareils politiques. Uniquement. Pourquoi? Oui, moi je le dis comme ça. Pourquoi? Parce que vous devrez témoigner que vous côtoyez tous les Camerounais. Bois du petit lait. Non, moi je dis ce que je pense, c'est-à-dire indépendamment de que ce soit le RDPC. Allez-y. Je dis bien. Vous aurez la parole juste après. C'est ce qui est prévu dans la Constitution. Vous aurez la parole juste après, allez-y. La fonction présidentielle, je le dis bien, je peux encore accepter que pour des élections locales, qu'on accepte je vais dire, des candidatures indépendantes. Par exemple, vous pouvez avoir encore que les candidatures indépendantes ne sont pas une exception. Mais c'est ça le contraste pour moi. Vous pouvez avoir, je vais dire, une prégnance dans votre localité sans forcément appartenir à un appareil politique. Vous pouvez jouer un rôle assez important. Vous pouvez avoir une prégnance dans la vie, un activisme assez important dans votre localité et solliciter le suffrage, n'est-ce pas, je vais dire, de vos concitoyens dans cette localité-là. Mais lorsqu'il s'agit de la fonction présidentielle, vous devez être capable de prouver que vous avez au moins une représentation, c'est-à-dire des gens qui expliquent votre projet de société. Parce que il ne faut pas céder à la paresse. Ne croyez pas que parce que, Leila, je suis à la télévision, je parle, et que je dois croire que tous les millions de Camerounais, tous les 30 millions de Camerounais sont en ce moment rassemblés pour m'écouter. Et cela suffit pour que je dise que, ah non, je peux prétendre à la fonction présidentielle. Je pense qu'il faut prouver que vous avez au moins fait le tour des 10 régions. Et comme cela n'est pas possible que vous le fassiez vous-même pendant tout le temps, et donc, vous devez avoir au moins des cellules, vous devez avoir, je vais dire, des représentations, des gens qui vous représentent là-bas et qui font le relais pour pouvoir expliquer le projet dont vous êtes porteur. Moi, je ne pense... C'est pour ça que, par exemple, il est permis que sans être encarté quelque part, que vous soyez investi. Pourquoi? Parce que l'esprit derrière, c'est que cet appareil qui va vous investir, c'est du donnant-donnant. Vous pouvez avoir de l'aura, vous pouvez avoir le charisme qu'il faut, la présence et la prestance qu'il faut, la bonne idée, la substance nécessaire, mais maintenant vous êtes porté donc par un appareil qui a fait un travail de fond sur l'ensemble du triangle national. Au détriment des militants de ce parti qui font leur classe depuis toujours. Peut-être que vous avez fait un travail de fond, mais cette fois-ci, il faut comprendre que malgré le travail de fond, pour pouvoir, n'est-ce pas, quadriller l'ensemble du triangle national, peut-être vous n'avez pas quelqu'un, parce qu'on dit, la fonction présidentielle, c'est quoi? L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple, avec les électeurs, l'ensemble, n'est-ce pas, du peuple camerounais. Et donc, vous devez avoir le charisme. J'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu en 2018 et que vous le redites, ou que vous le redisiez, le français. Oui. Que l'élection présidentielle... Vous aurez la parole dans un instant, juste après le docteur Patrick Rifo, et que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et les populations. En 2018, on a constaté que le chef de l'État n'a eu que 8 minutes de campagne. Pour le cas du chef de l'État, je ne veux pas porter un jugement de valeur. On suppose que c'était un monsieur quand même qui est aux affaires depuis combien d'années? 43 ans. Et donc, on suppose que même l'enfant qui est né il y a 2 jours, il connaît ce monsieur, il le connaît très bien. Et donc, moi je dis, pour être plus sérieux, oui. Leila, et là je suis très sérieux, je dis la fonction présidentielle, ce n'est pas une fonction qui offre tout simplement le prestige, mais cela, n'est-ce pas, revêt une responsabilité sérieuse. Alors, de ce fait, vous devrez par quelques mécanismes que ce soit être connu au moins du dernier citoyen qui est à Moulumba, à n'importe où dans le Cameroun. On va prendre Monsieur Venant-Bois qui veut peut-être réagir après vous, avant le docteur Patrick Rifo et sa question. Monsieur Bois, vous vouliez dire quelque chose? Oui, en fait, c'est ce que dit
l'autre intervenant à l'instant par rapport à l'obligation de passer par un appareil politique pour être investi ou pour aller chercher un mandat. En réalité, en dehors du fait que le système a verrouillé le processus électoral au Cameroun et l'accès à des positions au sein de l'appareil de l'État à travers le vote, il y a aussi ce sorte de cynisme qui voulait que les populations, les citoyens soient un peu découragés et ne regardent la fonction de l'élu comme une affaire des politiciens. C'est ce qui fait que dans le combat politique, même pour le changement au Cameroun, les gens ont toujours tendance à penser que c'est l'affaire des chefs politiques. Donc si le Cameroun n'a pas changé, ça veut dire que Foundi, il a été corrompu, ou il n'a pas été bon politicien, et puis maintenant, oui, les autres ont fait ceci. Le citoyen ne se sent pas assez responsable parce qu'il a, d'une manière ou d'une autre, été éloigné. Et voyez-vous, ça se passe dans beaucoup de pays d'Afrique. Hein. La seule fois dans un pays où il y a eu une transition qui a été assez juste, c'est la République centrafrique voisine là, où les partis politiques n'avaient pas vraiment d'emprise sur le pays en termes de contrôle parfois illégal. L'État n'était pas contrôlé par un parti politique. Eh bien, la majorité à l'Assemblée nationale, c'était en 2016, était largement indépendante. C'est-à-dire 140 députés, 60 étaient des députés indépendants. Mais dès lors que le président Touadéra a pris le pouvoir, il s'est créé un parti, il y a eu un appareil, on est revenu au système que nous voyons chez nous où les personnalités de la société civile ne peuvent pas émerger pour avoir assez de place dans les postes de l'île. Je voudrais aussi conclure en disant que la réalité que nous vivons aujourd'hui ne peut pas évoluer si nous pensons que les partis politiques ont pour job d'aller faire le changement à la place des citoyens. Les partis politiques ont le job d'aller faire la politique à la place des citoyens. Il y a une responsabilité citoyenne, chacun à l'endroit où il se trouve. Quand on se plaint de l'absence de l'eau, de l'électricité, ce n'est pas l'affaire. Il n'y a pas que les partis politiques qui en souffrent. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé ce collectif-là pour Cameroun is Back, pour sensibiliser les citoyens à jouer leur rôle, et notamment dans le cadre de ce processus électoral, de chacun de sortir, d'exprimer ce qu'il veut par rapport à la situation actuelle que nous vivons, où on a tous l'impression qu'on n'est pas gouverné, qu'on a un gouvernant qui est absent et que le pays est entre les mains de personnes qui n'ont pas été choisies par les citoyens, et qu'il faut que les citoyens désormais travaillent. Parce que la démocratie, c'est surtout, je la résume en une phrase, le droit pour les citoyens de choisir leurs dirigeants eux-mêmes. Alors, monsieur me voit parler justement de démocratie. Docteur Patrick Rifo, il n'est pas possible de réunir les 300 signatures. Personne n'a jamais pu le faire. C'est une disposition pourtant du code électoral, l'une des deux seules voies pour être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que ça ne pose pas fondamentalement un problème dans un État dit démocratique? Écoutez, je pense que l'élection présidentielle ne peut pas être une foire au cancre. Ça ne peut pas être une auberge espagnole. Autrement dit, les conditionnalités qui sont posées sont des conditionnalités qui ont vocation justement à limiter les intentions. Parce que sinon, effectivement, on se retrouverait dans ce que Edmond dénonçait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que tous ceux qui ont des démangeaisons au cerveau vont se dire « moi, je vais aller déposer ma candidature ». Non. Les conditionnalités qui sont posées sont des conditionnalités qui ont vocation à limiter les velléités. Donc, effectivement, 30 millions de Camerounais peuvent vouloir être président, mais à la fin de la journée, on ne doit en avoir que 13, par exemple,
qui pourront effectivement concourir à l'expression du suffrage universel. Pourquoi? Parce qu'il y a un tamis qui est fait de sorte que tous ceux qui ont une velléité ou tous ceux qui sont poussés par leur épouse dans le cadre d'une confession sous l'oreiller, qui leur dit « Vas-y, je pense que toi aussi tu peux devenir président de la République », bon, qu'il soit quand même... C'est la carrure d'une première dame. Voilà, ça peut aussi être ça, Donc, ce type de velléité soit freiné par ces conditionnalités. Donc, le souci et pour donc, moi... qu'il n'y ait qu'une seule voix dans la pratique. Non, vous savez... Parce que le code électoral parle de deux voix. Non. Faites attention, Madame Léla. Vous me faites penser à la problématique du signe noir. Edmond, qui est un financier, c'est un peu ça. Je veux dire, vous avez été tous d'accord. Je vais y arriver. Pour dire que dans la pratique, ce n'était pas possible de réunir les 300 signatures. Permettez, je vais y arriver. Le signe noir, c'est un paradigme qui a été développé par Nassim Nicolas Taleb et qui consiste simplement, je vais paraphraser pour ne pas être très long parce que je sais qu'on va vers la fin, qui consiste à dire, ce n'est pas parce qu'un événement est rare, ce n'est pas parce qu'un événement n'est pas encore survenu qu'il ne surviendra jamais. Parce que justement, ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore survenu qu'il ne surviendra jamais. Là, je vous parle des travaux d'un statisticien qui sont quand même des travaux très sérieux. Parce que à l'époque, quand on n'avait pas encore découvert l'Australie, pour la petite histoire, les Occidentaux ne savaient pas que les signes noirs existaient. Donc c'est quand ils sont arrivés en Australie qu'ils ont découvert qu'il y a également des signes noirs. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'il est possible pour le Camerounais lambda d'obtenir notamment un candidat de l'opposition, comme, je ne sais pas, Maître Akere Mouna, Maurice Kamto ou Cabral Libi, qui a maille à partir avec... Madame Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'il est possible pour un tel candidat de l'opposition d'obtenir les 300 signatures? Je préfère que nous disions candidat de la société civile. Même si Venant Bois, qui est journaliste depuis très longtemps, c'est un ancien du Messager, fait savoir qu'effectivement, depuis toujours, on n'a jamais eu de Camerounais dont la candidature indépendante... C'est pour ça que je vous ai pris le paradigme, je vous ai rappelé le paradigme du signe noir. Ce n'est pas encore arrivé, ça ne signifie pas que ça n'arrivera jamais. C'est un événement probable parce que sa probabilité n'est pas égale à zéro. Maintenant, effectivement, ça nécessite un travail et ça nécessite un investissement. Parce que quand on vous dit 30 signatures par région, c'est de la mobilisation. C'est-à-dire qu'il faut aller rencontrer les gens. Et par hypothèse, peut-être pour obtenir les 30 signatures, il faut faire 300 personnalités. Donc, si vous devez faire 300 personnalités pour les 10 régions, ça signifie que vous devez rencontrer personnellement ou alors via vos équipes au minimum 3000 personnes, je crois. Au minimum 3000 ce verrouillage, quel est son impact sur le jeu politique et démocratique au Cameroun? Pour espérer, effectivement, vous devez rencontrer à peu près 3000 personnalités. Vous devez faire tous les arrondissements du pays. Voilà, pour espérer obtenir les 300 signatures. C'est un travail important, effectivement. C'est un obstacle qui me semble important parce qu'il traduit également votre volonté. Et votre acharnement. Mais si vous n'êtes pas déterminé, si vous n'avez pas un dispositif derrière pour vous accompagner, parce que je suppute qu'un seul individu ne peut pas rencontrer 3000 Camerounais. Donc, si vous n'avez pas un dispositif derrière, vous serez en difficulté. Donc, l'avenue la plus simple, c'est effectivement l'investiture par une formation politique. Mais celle-là, c'est une avenue qui est probable, mais qui est effectivement difficultueuse. Charles Fongan, pour plus de démocratie, quel type de parrainage conviendrait? Un type de parrainage peut-être citoyen, comme c'est le cas au Sénégal, où les signataires doivent juste être inscrits sur les listes électorales, pas de contraintes électives, politiques ou administratives. Quel type de parrainage conviendrait? Vous savez, je suis militant politique. Oui. Et les militants politiques, s'ils voudraient, forcément, un militant politique ne serait pas... je ne sais pas, favorable à une candidature indépendante. Si tant est que lui aussi pense que le mécanisme, sans être encarté dans une organisation comme celle-là, est favorable. Donc, moi, je dirais plutôt qu'on a demandé depuis plusieurs années qu'il puisse avoir un code consensuel, c'est-à-dire qu'on puisse donc rassembler ensemble les acteurs et qu'ensemble les positions soient donc faites. Et au terme de ces propositions-là, on peut faire un véritable benchmarking et savoir qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas. Je ne viendrai pas vous dire, mais moi, je pense que tout ce qui est de nature quand même à limiter, à empêcher des gens à vouloir exprimer leur citoyenneté n'est pas la bienvenue. C'est-à-dire que quand on est passé de 5 millions à 30 millions,
Effectivement, on a pensé que là, on approche d'un vote censitaire. C'est-à-dire que pour être candidat, désormais, ce qu'il faut mettre en avant, c'est de l'argent. Ensuite, on est passé pour vous dire qu'il faut avoir des élus. Là encore, ce sont des discussions qui sont de nature à écarter certaines personnes qui véritablement peuvent animer le jeu politique. Donc, toute initiative mise en place et qui soit de nature à écarter certaines personnes. Donc, on pense que la personnalité établie pour s'exprimer, il ne sait pas apporter leur contribution au développement, chez moi, elle est malvenue. Est malvenue. C'est pas le Sénégal qui peut nous parler ici. On peut faire, en faisant un benchmarking, on peut prendre le Sénégal, prendre ce qui s'est fait dans d'autres pays, et maintenant, ensemble, qu'on discute. Donc, on demande depuis qu'il faut discuter, mais jusqu'à présent, je pense que pour en arriver à un code électoral qui puisse satisfaire tout le monde et qui véritablement peut permettre que le jeu démocratique soit ouvert, il faut un consensus, il faut une rencontre avec tous les acteurs politiques. Qu'est-ce qu'il faut finalement? Même de la société civile aussi. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour pouvoir satisfaire nos fonds du code électoral? Leïla, on y va rapidement. Pour aller rapidement, je vais essayer de revenir sur les 83 ou la soixantaine de candidatures qui ont été rejetées. Il me semble que si vous allez regarder le fichier qui a été mis à disposition par l'ELECAM, le Conseil électoral, n'est-ce pas, énumérant les motifs de rejet, mais vous allez voir quand même des raisons, je vais dire des motifs assez ubuesques. Défaut de certificat d'acte de naissance, défaut d'inscription sur la liste électorale. Oui. C'est pour vous dire que, en fait, si... Je précise quand même que certains ont contesté. Ils peuvent contester s'ils veulent, mais je vais dire... sur les 73 candidatures rejetées, si le motif était le même, défaut de 300 signatures, ça aurait pu nous questionner. Candidat indépendant. Bon, je veux dire sur la trentaine, parce qu'il y avait une trentaine de candidats indépendants. Sur la trentaine de candidats indépendants... Autre motif. Si le motif unique était défaut de 300 signatures, ça aurait pu nous questionner outre. Mais je vais dire que si vous allez parcourir, n'est-ce pas, ces fichiers, vous allez voir des motifs quand même assez loufoques. Vous allez voir des trucs comme défaut de ceci, et puis même, des gens qui ont conscience qu'ils ne peuvent pas satisfaire le critère censitaire, à savoir les 30 millions de cautionnement, mais ils vont quand même, c'est pour vous dire que les gens sont assez plaisantins, et les gens nous entraînent sur le terrain de la plaisanterie, alors qu'on parle quand même des choses des choses très sérieuses, comme, n'est-ce pas, avoir la prétention de présider aux destinées de 30 millions de personnes. Monsieur Mboua, j'imagine que comme Charles Cacharel-Fongan, vous appelez à la réécriture du code électoral, un code électoral consensuel qui mettrait d'accord, on va le dire ainsi, l'opposition et le parti au pouvoir. Allô? Oui, monsieur Mboua, vous êtes avec nous? Oui, je n'ai pas bien entendu la question. Je veux dire, j'imagine que comme Charles Cacharel-Fongan, vous appelez de tous vœux à la réécriture du code électoral, un code électoral le plus consensuel. Oui, en réalité, moi, on sort sur cette question-là avec vous. Dans le cadre de votre émission, mais en réalité, moi, je suis transitionnaliste. C'est-à-dire, je pense que ce n'est que par une transition systémique qui va remettre tout à plat, refaire les institutions, la forme de l'État, et c'est à l'intérieur qu'on pourra retrouver probablement une vraie commission électorale indépendante, autonome, qui aura par exemple pour rôle à ce moment-là, c'est elle qui va accréditer les partis politiques, c'est elle qui va contrôler la vie de ce parti-là, et non plus un membre du gouvernement qui est lui-même membre de notre parti politique. Oui, pour l'instant, par exemple, si la révision du code électoral se faisait avant les élections, ce serait une bonne chose. Mais comme je n'espère pas ça, ce que j'appelle pour les candidats qui réclament du changement, qui vont aux élections, c'est de mettre en place un projet de changement systémique après les élections, de faire une période de transition, quelle que soit la durée que cela prendra. Merci. Pour que, ensemble, de manière consensuelle,
on adopte une rupture avec l'ancien système. Merci. On va prendre quelques messages. Bonsoir à vous et à tout votre panel. Ma question porte sur une situation hypothétique que je souhaiterais soumettre à votre analyse. Selon la compréhension des membres du RDPC, un parti politique ne peut investir un candidat à une élection que s'il a participé aux élections locales précédentes, obtenu au moins un élu et dispose donc d'une représentation dans les différentes assemblées. Imaginons à présent un scénario totalement fictif. Lors de ces élections locales, le RDPC remporte tous les sièges. Par la suite, le président et les organes habilités à procéder aux nominations dans les assemblées choisissent exclusivement des membres du RDPC ou des représentants de la société civile. Dans cette configuration, aucun parti politique n'a d'élu et les personnalités habilitées à parrainer une candidature indépendante refusent tout simplement de le faire. Dans un tel cas de figure, ne risque-t-on pas d'aboutir à une élection présidentielle au Cameroun où seul le RDPC sera à mesure de présenter un candidat? Merci pour vos éclaircissements. Cette Rapidement. configuration me fait penser au Bénin. Parce qu'au Bénin, pour ceux qui n'ont pas de culture, il y a un seul député de l'opposition au sein de l'Assemblée. Un seul. Et effectivement, vous imaginez bien que le président en a profité pour verrouiller les conditionnalités de... Le même président qui a dit qu'en 2026, oui, il se représente. même s'il a dit qu'il ne se représente pas, il s'est arrangé à faire en sorte que le candidat qu'il va présenter soit probablement élu. Donc les conditions sont plus ardues. Donc ce n'est pas un scénario aussi fictif que ça. Il suffit de regarder à côté au Bénin pour se rendre compte que c'est une configuration qui est proche de la réalité. La seule femme dans la liste des admis pour challenger Paul Biya est une chance pour l'opposition, pour un candidat consensuel, car tous les pays africains où les femmes ont dirigé n'ont jamais modifié la Constitution pour s'accrocher au pouvoir. La femme non seulement est maternelle, a toujours respecté la parole donnée ou la plateforme consensuelle pour un programme minimum. Une femme a assuré la transition en Centrafrique. Une femme a dirigé le Libéria pour 2 mandats. Faisons confiance à la femme pour son honnêteté, afin d'assurer une transition paisible. Les hommes ont échoué, il est temps que les femmes prennent les choses en main, afin de redresser le Cameroun et de le mettre sur les rails du développement. Un Cameroun nouveau pour une démocratie durable sous l'égide d'une femme est possible. C'est Joseph Deido. Bonsoir à l'émission. Célestine Jamen a dit qu'il a eu 309 signatures. Etienne de Pugnala. Donc, merci à vous, Charles Cacharel-Fongan, d'avoir été avec nous ce soir. Que les femmes le 12 octobre s'expriment. C'est que c'est à la femme qui reviendra désormais cette charge-là. Merci également à vous, Edmond Kuaté, d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi. Merci, Venant Bois, depuis le Canada. Vous étiez également avec nous. Merci à vous, Dr Patrick Riffoé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision. Bonsoir.